Québec est relativement bon, mais certains et beaucoup invitent M. Legault à la prudence. On écoute le premier ministre du Québec. Monsieur Legault, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Avec le docteur Arruda puis le ministre de la Santé, on a passé au moins 2 heures hier soir avec des experts de l'INSPQ, de l'INES, de la santé publique, à regarder les données comme il faut, région par région. Et, écoutez, bonne nouvelle, les mesures fonctionnent et la situation s'améliore. Donc, la situation s'améliore, entre autres, avec une baisse du nombre de cas, un plafonnement, puis dans certains endroits, même une baisse du nombre d'hospitalisations. Donc, évidemment, ça nous rend optimistes, mais un optimisme prudent. On est vraiment en train de sortir du tunnel. Il faut faire attention pour ne pas se faire frapper par le train. Donc, il faut s'assurer, oui, on va vous annoncer aujourd'hui quelques assouplissements, mais il faut vraiment que ça se fasse graduellement. Surtout quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Vous le voyez, en Ontario, sont rendus hier à 3265 cas, alors que nous, on a eu 899. En Ontario, sont rendus à 2336 hospitalisations. Nous, on est à 667. Donc, on voit que ça peut exploser rapidement, puis il n'y a pas besoin d'aller loin pour le voir. Puis il y a quand même des liens entre le Québec et l'Ontario. Donc, il faut être extrêmement prudent pour la suite des choses. Je vais y aller région par région. Commençons par les 3 régions qui continuent de nous inquiéter le plus. D'abord, la région où c'est le plus difficile, c'est l'Outaouais. En Outaouais, oui, il y a eu une baisse du nombre de cas, mais quand on regarde le taux de tests positifs, il y a quand même une amélioration. Là, on est passé de 10,8 à 8,5 Mais il faut comprendre, la moyenne au Québec, c'est maintenant 2,9. Donc, l'Outaouais est à 8,5. C'est vraiment la région où il y en a le plus. Bon, déjà, on avait aussi un réseau hospitalier qui était serré. Actuellement, on a vraiment atteint la limite du nombre de lits qui était prévu pour les patients COVID. Donc, il y a des patients qui ont été transférés dans les Laurentides. Donc, il n'y a vraiment là, aucune marge de jeu en Outaouais. C'est pour ça qu'en Outaouais, je vous annonce qu'on va prolonger les mesures d'urgence pour une semaine additionnelle, donc du 3 mai au 9 mai. Dans Chaudière-Appalaches, le taux de tests positifs est encore élevé. On a eu une amélioration. On est passé de 7,5 à 6,6 au cours de la dernière semaine. Mais il faut comprendre là, que les cas ou une grande partie des cas sont concentrés en Beauce et dans les aides-chemins. Donc, c'est très difficile pour les hôpitaux dans ce coin-là. On a été obligé de transférer des patients à Sherbrooke, à Rimouski. Donc, il n'y a vraiment plus de place là dans le système hospitalier dans Beauce-Aides-Chemins. Évidemment, il y a la région juste à côté, Capitale-Nationale, où on a beaucoup d'hôpitaux, où la situation s'améliore de façon importante. Dans Capitale-Nationale, au cours de la dernière semaine, le taux de tests positifs est passé de 6 à 4,2 Donc, j'en profite pour dire un énorme merci à tous les citoyens de la Capitale-Nationale qui ont sûrement fait des efforts là, dans les dernières semaines et ça donne des résultats. La situation, il y a encore un peu de lits disponibles, pas beaucoup, mais ce qui est encourageant, c'est quand on demande à nos experts de regarder des projections pour les 2-3 prochaines semaines, prévoit qu'à Québec, le nombre d'hospitalisations devrait baisser dans les prochaines semaines. Donc, je vous annonce que on va se permettre d'ouvrir les écoles primaires dès lundi prochain, donc le 3 mai, dans tous les centres de services de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, sauf
les écoles du centre de service Beauce-et-Chemin et les écoles de la MRC Bellechasse, qui sont dans le centre de service des collines, mais qui est aussi là, très affecté. Puis pourquoi on fait ça dans Beauce et les aides-chemins? Bien, parce qu'il y a beaucoup de transmission communautaire, puis il n'y a plus vraiment aucune marge de manœuvre dans le système hospitalier. Par contre, dans les deux régions, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, on va garder les autres mesures. Ça veut dire les écoles secondaires, malheureusement, vont rester fermées. On va garder le couvre-feu à 8 heures et on va garder les commerces non essentiels fermés. Donc, on y va vraiment graduellement en ouvrant seulement les écoles primaires. Bon, pour Montréal et Laval, toujours pas l'explosion attendue. Donc, nos mesures fonctionnent vraiment bien. À Montréal, le taux de tests positifs est passé de 3,8 % à 3 %. Puis à Laval, il est passé de 3,4 % à 2,9 %. Donc, on voit là vraiment que, la situation s'est améliorée, est rendue à un niveau beaucoup plus bas. En plus, il y a une marge de manœuvre du côté des hôpitaux, hein, même les docteurs qui sont responsables de ça. Christian leur a posé plusieurs fois la question, puis ils nous disent il y a une marge de manœuvre. Et en plus, les experts de l'INES et l'INESPQ prévoient que dans les prochaines semaines, il va continuer d'avoir une baisse du nombre d'hospitalisations à Montréal et Laval. Donc, je vous annonce que dès lundi prochain, le 3 mai, à Montréal et à Laval, on va faire passer le couvre-feu de 8 heures à 9h30. Donc, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Pour les autres régions, on peut dire que la situation est sous contrôle pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'on va le répéter, avec les variants, il faut être très prudent. Il n'y a aucune région qui est à l'abri d'une explosion de cas. Pendant ce temps-là, évidemment aussi, ce qui nous aide, c'est qu'on continue de vacciner. Ça se passe bien de ce côté-là. Depuis ce matin, les personnes qui sont handicapées ou les proches aidants peuvent se faire vacciner. Par contre, je veux passer un message aux personnes handicapées puis aux proches aidants. On n'a pas vu beaucoup d'inscriptions ce matin. Puis je veux vous dire que bientôt, le ministre de la Santé va ouvrir la vaccination à tous les Québécois. Donc, c'est important, là, si vous voulez passer devant les autres, si vous voulez, puis je pense que c'est normal que les personnes handicapées et les proches aidants passent devant les autres. C'est la même chose à partir de demain pour les femmes enceintes. C'est important de s'inscrire rapidement avant qu'on ouvre la vaccination de masse. Peut-être un sujet que j'ai beaucoup entendu depuis quelques jours, entre autres certains syndicats, Québec solidaire, qui demandent qu'on donne un bloc de 4 heures de congés payés à tous les employés. Bon. D'abord, c'est important de dire qu'on ne sait pas comme une élection là, qui se passe juste un jour. Dans toutes les régions, il y a des endroits où on peut se faire vacciner le soir, les fins de semaine. On a envoyé le message aussi au ministère puis au réseau d'être flexible, d'être accommodant. Puis je fais un appel aussi à tous les employeurs privés. S'il vous plaît, soyez flexibles, soyez accommodants. Mais il y a certains secteurs où c'est plus difficile. Prenez par exemple les enseignants. Tout le monde sait au Québec qu'on manque d'enseignants. Donc, c'est pas facile de trouver un enseignant remplaçant. Donc, on ne veut pas non plus priver les enfants d'enseignement. Donc, c'est pour ça que je dis flexible, accommodant. Je pense que si on travaille tous ensemble de bonne foi, on va être capable de continuer à donner les services que je dirais, entre guillemets, essentiels et s'assurer que tout le monde se fasse vacciner. Bon, évidemment, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Quand est-ce qu'on va ouvrir quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire cet été? Donc, moi aussi, j'ai hâte. Le ministre de la Santé aussi a hâte. Juste vous dire, on est en train, avec la santé publique, de se faire une séquence, là. Probablement qu'on ne sera pas capable de vous donner des dates pour chaque élément de la séquence, mais je pense qu'on peut regarder, puis c'est ce qu'on fait, on regarde des exemples où il y a des taux de vaccination élevés, par exemple en Israël, au Royaume-Uni, pour utiliser ça comme modèle, puis être capable de répondre le plus possible à qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, notre système d'abord va être en place, puis va rester en place. Donc, il y a des zones qui vont passer du rouge au orange, puis du orange au jaune, puis du jaune au vert. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on va pouvoir aller voir un spectacle, aller dans un festival? Est-ce qu'on va pouvoir se rassembler? Combien de personnes on va pouvoir se rassembler cet été, au mois de juin, etc.? Je comprends là, que les gens voudraient une indication. La réponse facile, c'est que c'est trop tôt pour le dire, mais on insiste fort quand même pour au moins avoir une séquence. Donc, je termine en vous disant, on est en train de gagner la bataille contre la troisième vague. On a les trois conditions gagnantes, que je pourrais dire, là, qui sont réunies. D'abord, la chaleur. On sait que le virus n'aime pas la chaleur, puis on peut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, va faire de plus en plus chaud. On arrive aussi à la fin de l'année scolaire, donc les universités, ensuite les cégeps, ensuite les écoles primaires et secondaires. Puis la vaccination va bien. On est à 33 on est deuxième au Canada tout de suite après la Saskatchewan. On est avec un taux plus élevé que les grandes provinces comme l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Donc, ça va bien, mais on n'a pas l'espèce d'immunité communautaire qui est nécessaire pour être vraiment capable d'ouvrir. Donc, on est très confiant, puis le ministre de la Santé est très confiant qu'on va atteindre notre objectif que 75 des personnes éligibles soient vaccinées d'ici le 24 juin. Puis, juste vous donner un ordre de grandeur ou une idée, on va commencer l'été 2021 en bien meilleure position que l'été 2020 à cause de la vaccination. Donc, quand même, il y a lieu d'être optimiste. On est en train d'arriver au bout du tunnel. Encore une fois, je dis merci à tous les Québécois qui ont fait des efforts pendant toute cette année, mais il faut être encore prudent pendant quelques semaines. Ça ne serait pas le temps de se faire frapper par le train en sortant du tunnel. Donc, il nous reste encore un petit bout de chemin à faire dans le tunnel et on arrive bientôt à destination. Merci beaucoup. Good afternoon, everyone. Bonjour à chacun. Nos experts nous disent que nous pouvons faire preuve d'optimisme, mais il nous faut quand même être prudents. Nous sortons du tunnel, mais le train de la troisième vague va nous frapper si nous ne faisons pas attention et que nous n'avancions pas de façon prudente. En Ottawa, ça s'améliore, mais ça demeure critique. Nos hôpitaux sont à la limite de patients covidiens. C'est pourquoi j'annonce que nous allons maintenir les mêmes restrictions jusqu'au 9 mai. Dans la région de Québec, les choses s'améliorent dans certaines zones, mais le problème se concentre maintenant dans Beauce et le Lac-Etchemin. C'est pourquoi j'annonce que nous allons rouvrir les écoles primaires le 3 mai, à l'exception de la Beauce et du Lac-Etchemin et une partie de Bellechasse. Nous allons maintenir les autres restrictions jusqu'au 9 mai. Dans la région de Montréal, les restrictions fonctionnent. Le nombre d'hospitalisations devrait diminuer dans les semaines à venir. Donc, j'annonce que le couvre-feu va maintenant passer à 21h30 à Montréal et à Laval à partir de lundi prochain. Ailleurs au Québec, la situation est maîtrisée pour l'instant,
Mais il nous faut demeurer très vigilants, très prudents. Il faut continuer de résister à cette troisième déferlante à mesure que la vaccination continue. Si nous continuons ainsi, nous devrions vivre un été merveilleux. Nous avons encore quelques semaines de prudence devant nous, mais nous allons bientôt nous rendre à destination. Je vous remercie. Maintenant, passer la parole au Dr Arruda, qui a quand même une nouvelle à vous donner. Bon, écoutez, vous avez constaté comme moi tout le mal que ce virus peut nous faire avec des décès, des complications, et notamment, on sait que le virus lui-même peut entraîner des embolies, des thromboses et plein d'autres complications au niveau du système sanguin. C'est encore clair que le virus tue, c'est encore clair que le virus rend malade, c'est encore clair que les vaccins protègent, bien entendu, contre ça, mais quelquefois, malheureusement, il y a des complications qui sont très rares. D'ailleurs, on vous l'avait dit qu'il y avait des cas de thrombose associés avec le vaccin AstraZeneca ou Covishield. C'est avec une tristesse que je tiens à vous annoncer qu'on vient d'avoir notre première patiente qui est décédée d'une thrombose cérébrale suite à une vaccination d'AstraZeneca. J'aimerais présenter mes plus sincères sympathies et condoléances à la famille. C'est un événement qui est rare. On savait que ça risquait d'arriver. On a à peu près un risque de 1 par 100 000 doses. À date, actuellement, c'est le premier décès. Je pense que c'est le premier décès qui a été déclaré au Canada, à ma connaissance. C'est un phénomène qui est attendu, mais il faut que vous compreniez que le risque à la maladie fait que la vaccination demeure encore un élément. On a bien entendu mis une limite de 45 ans pour ce vaccin-là. Et donc, actuellement, je pense que c'est triste. C'est une nouvelle et encore une fois, mes plus sincères condoléances à la famille, parce que quand on va se faire vacciner, ce n'est pas pour être malade, mais c'est une conséquence. Et le vaccin AstraZeneca et Covishield va sauver probablement plus de vies, mais dans ce cas-là, ça a été une histoire qui est triste. Fait que je voulais quand même partager cette information-là avec vous en toute transparence. Il faut savoir qu'on vient d'avoir la confirmation, il y a à peine une heure, du laboratoire d'Hamilton qui confirme les anticorps qui sont créés et qui font un problème de plaquettes avec des thromboses. Merci. Merci, Dr Arruda. Nous allons maintenant entreprendre la période des questions des membres de la Tribune de la presse avec François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. Je vais prendre la balle au bon. Dr Arruda, j'aimerais vous poser une question, puis peut-être que M. Dubé pourra s'insérer là-dedans. Qu'est-ce que ça change, si changement il y a, à votre stratégie de distribution d'AstraZeneca, ce cas-là? Bien, si vous me permettez, je pense qu'actuellement, ça ne change pas la donne, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a eu plus de plusieurs doses qui ont été données, notamment en Angleterre, avec des cas de thrombose qui ont été à ce niveau-là de 1 sur 100 000. Donc, on s'attendait à ça. Malheureusement, c'est malheureux, là, et malgré le traitement qui a été donné dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné. Il y a d'autres types de thromboses qui sont traités et qui évoluent très bien. N'oubliez pas qu'ici, on est en balance de risque. Hein. La maladie, elle donne aussi ces complications-là. Et donc, pour le moment, ça va aussi dans la perspective de la raison pour laquelle, au Québec, on a décidé d'abaisser l'âge jusqu'à 45 ans et ne pas aller plus bas pour le moment, dans le contexte de notre épidémiologie. Si on avait eu beaucoup plus de cas au Québec, on aurait pu descendre plus bas jusqu'à 30 comme d'autres provinces, mais pour le moment, ça ne devrait pas changer notre stratégie. Peut-être, M. Carabin, là, je dirais que, premièrement, là, je pense qu'on est tous au même endroit d'offrir nos condoléances à la famille. Ça, c'est la première chose. On le savait, puis je pense quand on disait aux gens de prendre cette décision-là de façon éclairée, on savait qu'il y a des complications graves. Il y en avait 1 sur 100 000. Et il faut penser qu'on a eu, à date, plus de 400 000 personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca. Puis avec celui-là, il y avait, je pense, 4 cas sous examen. Fait qu'on est exactement, malheureusement, dans la moyenne, mais on a quand même réussi à vacciner 400 000 personnes qui ont moins de chances d'avoir le COVID. Alors, c'est triste, mais c'est quelque chose qu'on s'attendait. Et dans la mesure où on va être capable de continuer à vacciner, c'est le genre
risques que malheureusement on doit prendre, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Merci. Ma deuxième question est pour M. Legault. Sur le couvre-feu à Montréal, ça fait quelques semaines maintenant qu'il a été ramené à 20 heures. Quel impact vous avez vu réellement sur la transmission, vous, à Montréal et à Laval? Puis, quand est-ce que les Québécois peuvent s'attendre à le voir disparaître, ce couvre-feu-là? Bien, écoutez, d'abord, les gens de la santé publique, pour les avoir torturés pendant 2 heures hier soir, moi et le ministre de la Santé, c'est toujours difficile d'associer une mesure avec un résultat, parce qu'il y a un ensemble de mesures, il y a une situation qui est différente d'une région à l'autre, il y a une présence des variants qui est différente d'une région à l'autre, donc les spécialistes veulent jamais veut jamais vraiment se commettre directement sur l'impact d'une mesure. Maintenant, la deuxième partie de votre question, bien, ça rejoint ce que je disais tantôt. C'est que moi aussi, j'ai hâte de voir quelles vont être les prochaines étapes, dans quel ordre et puis à peu près quand. Et on travaille là-dessus actuellement avec la santé publique pour se faire une séquence, même si probablement dans les prochains jours, on ne pourra pas vous donner une date précise à côté de chaque séquence, mais au moins qu'on sache qu'est-ce qui s'en vient puis à peu près quand. Bonjour à vous trois. J'ai une question d'abord concernant la vaccination. Donc, peut-être M. Dubé, là-dessus, dans les prochaines semaines, on va commencer la vaccination de masse. C'est pas la première fois qu'on vous pose la question, mais c'est la première fois qu'on est aussi près de la vaccination de la population générale. Alors, j'aimerais savoir comment ça va fonctionner à ce moment-là. Est-ce que c'est encore le groupe d'âge ou ça va être premier arrivé, premier servi sur le site Clic Santé? Ça va être sans rendez-vous? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'informations? Bien, j'aimerais ça vous en donner un petit peu plus, mais pas aujourd'hui. Parce que on est en train d'essayer de finaliser. Moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, là, c'est nos 2 derniers groupes. Le premier ministre l'a mentionné, mais j'aimerais ça le rappeler. Autant pour les personnes avec des maladies chroniques et les personnes avec certains handicaps là, qui peuvent se faire vacciner ce matin. Puis je vais répondre à votre question, mais on n'a pas eu les taux d'adhérence au rendez-vous qu'on s'attendait d'avoir. Puis peut-être pour 2 raisons. Peut-être parce que ça fait seulement quelques jours. Là, puis moi, je vous le dis, on le suit sur nos sites web à toutes les heures. J'aimerais ça m'assurer que les gens qui ont peut-être eu plus de difficultés à réserver pour toutes sortes de raisons puissent avoir des réservations. On a ouvert plus de 900 000 rendez-vous pour ces 2 catégories de personnes-là depuis jeudi passé. Puis il reste encore beaucoup de rendez-vous disponibles. Alors je pense que pour être correct envers cette population-là qui attendait d'être vaccinée depuis plusieurs semaines, je pense qu'il faut les respecter. Puis on se donne encore quelques jours. Là. Puis quelques jours, on peut varier. Parce que c'est sûr qu'on ne laissera pas des vaccins sur les tablettes. Alors, si jamais ces personnes-là, pour X raisons, ont déjà été vaccinés dans d'autres groupes, parce que c'est un groupe qui n'était pas relié à l'âge, hein, vous vous souvenez? Alors, donc, c'est pour ça que je pense qu'on veut prendre encore quelques jours pour s'assurer, et c'est pour ça qu'on le répète aujourd'hui, là, si vous êtes dans ces 2 catégories-là, n'hésitez pas à aller prendre vos rendez-vous. Mais c'est pour ça aussi qu'on reparle aux professeurs puis aux services essentiels. Les policiers, ce sont tous des personnes maintenant qui peuvent prendre des rendez-vous. Alors, je vous le dis, là, moi, je les vois, les statistiques, là, à toutes les heures. Il y a encore pas mal de rendez-vous pour tout le mois de mai parce que c'est 900 000 rendez-vous qu'on a ajoutés pour le mois de mai. J'aimerais vous, peut-être jeudi ou vendredi, parce qu'on se revoit encore cette semaine, je vous dirai la tendance qu'on a vue dans les rendez-vous. Puis si à ce moment-là, c'est le bon moment d'ouvrir à la population, on le verra avec le bureau du premier ministre, mais je pense qu'on est encore un petit peu à attendre de voir comment va se faire la tendance de ces 2 groupes-là, pour moi, qui sont très importants en ce moment. Justement, je continue sur la vaccination. Il y a certaines personnes qui sont vaccinées depuis longtemps. On commence à avoir les deuxièmes doses. Il semble avoir des fois une certaine confusion sur les comportements à adopter. Là. Donc, une personne qui a été vaccinée, là, est-ce qu'elle peut voir théoriquement si ses enfants, si ceux-ci ont été vaccinés aussi? C'est quoi les règles à suivre? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont hâte là, de pouvoir voir leur membre de famille. On a tous hâte. Je vous comprends, Mme Côté. Pour le moment, on recommande de ne pas faire de changement aux mesures sanitaires.
parce qu'il n'y a pas encore de... On n'est pas toujours capable de savoir qui exactement a eu, quel est quelqu'un, on le sait, on est vacciné aujourd'hui, mais ça va prendre encore 2-3 semaines avant d'avoir l'effet. Moi, je pense c'est encore un peu tôt. Je pense que tout le monde, on les voit, là, les gens qui se font photographier après leur vaccin sont tous heureux, mais soyons prudents en ce moment de bien suivre les mesures sanitaires, même si on a été vacciné. Lorsqu'il y aura encore plus d'effets, comme le premier ministre l'a dit, dans la population, je pense qu'on va être capable d'arriver avec ces points-là. On ne retardera pas. On a demandé à la santé publique, puis je vous dirais que d'ici quelques jours, on va être capable de vous revenir avec des positions beaucoup plus claires là-dessus. Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour à tous les trois. Si vous pouviez, dans un premier temps, confirmer que la victime est une femme de 54 ans de la Montérégie, ce serait apprécié. Ensuite, ma question, j'aimerais la poser à vous, Monsieur le Premier ministre, parce que vous avez déployé des efforts importants pour faire des embauches dans les CHSLD. Vous venez de perdre une employée qui avait dénoncé une situation qu'elle jugeait inacceptable, là où elle travaillait. Qu'est-ce que vous allez faire pour Mme Labelle? Je vais commencer peut-être par la dame qui est décédée. Vous comprendrez que pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas être trop précis, mais je vais vous dire, effectivement, c'est une femme entre 50 et 65 ans. Maintenant, quant à la région, je pense que c'est pas d'intérêt public. Ça ne change rien qu'on soit dans une région ou une autre. Fait que pour des raisons épidémiologiques, vous comprendrez que et de confidentialité, j'arrêterai ici. Monsieur le Premier ministre. Okay. Oui. Bien, concernant la femme qui a été congédiée, c'est préoccupant. On s'est donné des mécanismes pour que les lanceurs d'alerte soient protégés. Donc, j'ai demandé au ministre de la Santé de faire une enquête complète pour voir ce qui est arrivé. Madame Sioui, je m'excuse, je pensais que vous aviez quelque chose à ajouter. En fait, je voulais juste être certaine, est-ce que vous allez aussi fouiller le dossier des autres employés, des résidents, des autres personnes qui ont rapporté une problématique? Là, je comprends qu'il y a des vérifications au sujet de la lanceuse d'alerte, mais sur le fond, est-ce qu'on a parlé aux personnes qui ont interpellé des patrons là, quand même avant d'aller dans les médias? Bien, écoutez, j'avais été impliqué dans le cas, rappelez-vous, quand j'étais au Trésor, puis il y avait eu le lanceur d'alerte à l'agriculture, j'avais été impliqué pour réinsérer cette personne-là. Puis ce que je me souviens très bien, puis c'est ce qu'on va faire là, suite à la demande du bureau du premier ministre, c'est de s'assurer que les procédures, mais je dirais des deux côtés, autant du côté de l'employé que de l'employeur, que les procédures ont été bien suivies. Puis je m'explique par procédure, là, lorsqu'un employé a conscience d'une alerte qu'il devrait faire, bien, il y a une procédure à suivre. Il doit contacter des personnes, puis etc. Et la même chose pour l'employeur. L'employeur doit s'assurer que le réseau est là, disponible pour lui. Alors, c'est pour ça que je pense qu'avant de faire des commentaires, là, on a décidé, même si ça s'est rendu jusqu'au commissaire aux plaintes, ma collègue Marguerite Blais est allée sur place pour voir. Je pense que ça vaut la peine. Moi, en tout cas, je m'engage, là, je l'ai dit au premier ministre, à creuser à fond le dossier, comme on l'avait fait au moment du dossier de l'agriculture. Puis dans les prochaines semaines, on va avoir une idée plus claire de ce qui est vraiment arrivé. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. En fait, j'aimerais vous entendre, premièrement, peut-être sur l'Est du Québec, avant de passer à un autre sujet. J'aimerais savoir la situation dans l'Est du Québec, à quel point ça vous inquiète, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, mais j'aimerais aussi vous amener sur la Côte-Nord. Il y a des régions, quand même, où, même si les cas sont pas nombreux, pour ce qui est du ratio par rapport à la population, c'est critique quand même. Là. Peut-être que le Dr. Arruda peut commencer là-dessus. Écoutez, c'est clair qu'on est en surveillance étroite, notamment du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord actuellement. On est en constante discussion avec le directeur de santé publique des deux régions. Il semble y avoir, particulièrement du côté ouest de le Bas-Saint-Laurent, des cas reliés à des transmissions communautaires, à des rassemblements qui sont présents. Le directeur de santé publique a dit que ça le préoccupait beaucoup, qu'il n'était pas prêt à aller nécessairement en mesure d'urgence, mais que si la situation ne s'améliore pas, c'est peut-être la prochaine étape. Du côté de la Côte-Nord, qui sont dans un palier orange actuellement, il y a des éclosions qui sont associées notamment à certains milieux scolaires dans une zone particulière autour de Bécomo. C'est encore sous surveillance. Puis si jamais la situation continue à se dégrader ou qu'on ne voit pas une inversion, on va agir en conséquence.
Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre sur le port de Montréal. On est rendu à une loi spéciale. Ouais. C'est ce que vous souhaitez, hein? Absolument. J'ai eu l'occasion d'en discuter il y a quelques semaines quand j'avais rencontré en privé Justin Trudeau. Il m'avait assuré qu'on agirait, que le gouvernement fédéral agirait rapidement. Avec l'année qu'on vient de connaître, c'est pas le temps de faire mal à l'économie. Puis c'est pas le temps non plus d'envoyer un signal que les marchandises seraient mieux reçues ou expédiées d'un port américain. Là. Donc, bon, ces gens-là, au port de Montréal, gagnent, je pense, en moyenne 125 000 par année. Donc, je pense qu'il est temps que ça soit réglé. Là, puis, je suis content de voir que le gouvernement fédéral va probablement déposer un projet de loi dès aujourd'hui, une loi spéciale de rappel au travail. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Est-ce que, évidemment, si la situation suit les projections, si ça continue comme ça, est-ce qu'on peut penser que les élèves du secondaire vont rentrer le 10 mai? Comme vous savez, 10 mai, c'est 2 semaines plus tard, 2-3 semaines plus tard. C'est une éternité. On va y aller par étapes. On va vraiment y aller par étapes. Vous savez que nous, là, dès qu'on peut permettre aux élèves d'avoir accès à la meilleure approche pédagogique, on le fait. On le fait en primaire parce que les impacts aux primaires sont beaucoup plus grands. Faut voir qu'au secondaire, il y a quand même eu des approches qui ont été développées, là, mais on va le faire, puis on va travailler ça toujours aussi en collaboration avec notre ministère de l'Éducation, là, qui est à mesure même de voir sur le terrain quelles sont la réceptibilité et l'acceptabilité à la fois par le milieu scolaire et les parents. C'est une priorité pour moi, là, puis je manque jamais une occasion d'en parler avec la santé publique. Je peux vous le confirmer. Question peut-être plus pour M. Dubé. Est-ce que vous avez une idée de la proportion des enseignantes et des enseignants qui sont vaccinés, qui retournent le 3, qui retournent lundi? Est-ce qu'on le sait? En proportion, non. On ne le sait pas. C'est pas une donnée qui nous est disponible par le ministère de l'Éducation. Par les corps de travail, on ne le sait pas. Là. Non. Mais encore une fois, je le répète pour les enseignants, là, parce que c'est un des groupes pour qui ça serait difficile de donner le fameux 4 heures parce que on n'est pas capable de trouver les remplacements qui pourraient se faire. Alors, c'est pour ça que je le répète aujourd'hui, de profiter qu'on est au début de l'ouverture des 900 000 rendez-vous, que ces gens-là, les professeurs notamment, puissent prendre les rendez-vous parce qu'il y en a à toutes les heures disponibles. Là. Alors, moi, je les invite à prendre le rendez-vous. Puis, il y avait eu beaucoup de demandes. Je me permets de rajouter ça à votre question. C'est toute la question des femmes enceintes. On avait demandé à la santé publique de nous arriver avec un avis aujourd'hui, ce qu'ils ont fait pas plus tard que ce matin. Ça fait que je pense que ça, c'est une autre très bonne nouvelle, que les femmes enceintes, on dit au Québec, il y a à peu près 80 000 naissances par année. Alors, donc, il y a peut-être des femmes qui ont déjà été vaccinées, par exemple, dans les travailleurs de la santé, mais c'est près de quand même 80 000 personnes qui pourraient être vaccinées si les femmes décident d'y aller. Donc, profitons de cette ouverture de nombreux rendez-vous pour aller chercher. Puis, on aura quand même à faire la suite dans ça dans les prochains jours. Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Arruda. Ma première question est pour vous, Monsieur Legault. Quand, dans la première, deuxième vague, même troisième vague, il y avait des décès, vous avez démontré beaucoup d'empathie, vous avez été touché, on l'a vu, par ces décès. Dans le cas qui nous occupe de la personne qui meurt à la suite d'une vaccination, quel est votre sentiment? Parce que est-ce que vous avez un sentiment... Je veux pas que ça soit mal pris, là, mais est-ce que vous avez une impression de responsabilité, en ce sens que vous êtes celui qui prenait les décisions ultimement? Alors, qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce premier décès malheureux lié à la vaccination? Bien, d'abord, je suis triste de savoir qu'une femme de 54 ans, en pleine forme, là, je ne sais pas si je devais dire ça, mais bon, ouais. Oui. Est décédée parce qu'elle a été vaccinée. C'est dur à prendre. En même temps, bien, on le savait. Là, on avait une expérience ailleurs dans le monde où on disait il y a un risque une fois sur 100 000. Puis là, ça devient une question de balance des inconvénients. Tantôt, je vous disais, on ouvre les écoles primaires à Québec. Bien, c'est un risque, ça aussi.
c'est possible que parce qu'on ouvre les écoles primaires à Québec, il y a peut-être des parents, des grands-parents qui vont être infectés puis qui pourraient peut-être mourir. Mais dans balance d'inconvénients, que autant d'enfants ne soient pas à l'école depuis des semaines, c'est mauvais aussi. Donc, il faut essayer de peser le pour, le contre, voir où il y a le moins d'inconvénients. Puis comme le disait le docteur Arruda, si on a vacciné 400 000 personnes AstraZeneca, c'est 400 000 personnes qui ont beaucoup moins de risques d'attraper la COVID, d'être hospitalisés, puis éventuellement de décéder. Donc, dans balance d'inconvénients, je continue à penser que c'est un risque calculé. Mais évidemment, quand on pense à cette femme-là, sa famille, ses proches, d'abord, j'offre toutes mes sympathies, puis c'est dur. Merci. Oui, allez-y. Si vous me permettez, parce que je suis responsable avec mes équipes du programme d'immunisation. Vous savez, ça met un visage sur une statistique, puis pour nous, les statistiques, c'est toujours des personnes. Puis il n'y a pas moyen de savoir qui est la personne qui va réagir comme ça, parce que s'il y avait moyen, on le ferait. On ne donnerait pas le vaccin. Fait que c'est vraiment une balance de risque, etc. Puis ça nous attriste beaucoup. Là. Je peux vous dire que mes équipes qui font de la surveillance des effets secondaires, etc., là, quand on voit ce genre d'histoire-là, ça nous touche, puis on n'a rien que le goût de faire un hug à la famille en comprenant que elle n'est pas allée se faire vacciner pour mourir, mais c'est rare, puis on ne peut pas le prévoir, mais le vaccin demeure encore pour l'ensemble du Québec un grand bénéfice. Mon autre question, peut-être, s'adresse davantage à M. Dubé. La semaine dernière, la santé publique fédérale disait que pour atteindre un certain niveau de normalité ou de liberté, il faudrait que 75 % de la population soit vaccinée. Ça, il semble qu'on va l'avoir atteint quelque part au 24 juin. Mais on parlait aussi de 20 % de gens qui auraient reçu une deuxième dose. Est-ce que vous pensez, d'abord, est-ce que vous partagez cette analyse-là? Et est-ce qu'on aura atteint, ou quand aurons-nous atteint ce niveau-là, c'est-à-dire 75 % plus 20 % de deuxième dose? Bien, sur la question, est-ce que c'est la bonne chose à obtenir? Je vais laisser le docteur Arruda parce que c'est lui l'expert. Moi, ce que je vous dis avec le programme de vaccination qu'on a en cours en ce moment, 75 % de la population qui était, on s'entend bien, là, on le publie une fois par semaine, c'est des gens de 16 ans et plus qui sont notre population admissible. Puis on a pris 75 % de ça. C'est ça qu'on s'est engagé à livrer pour le 24 juin. Maintenant, dans les nouvelles statistiques qu'on a mis aussi, on a mis qu'on aurait 500 000 deuxièmes doses qui seraient à la même date et qui sont principalement les CHSLD, les RPA et nos employés de la santé. Moi, j'aime mieux le mettre plutôt que de mettre en pourcentage de population, j'aime mieux le mettre dans ces trois catégories de personnes-là parce que c'est eux qu'on s'est engagé à respecter le 16 semaines. Ça va? Alors donc, pour le moment, c'est là qu'on est. Je pourrais vous fournir peut-être dans les prochains jours, voir comment ça le fait en pourcentage de population. Là, j'aime bien les chiffres, mais je vous dirais qu'en ce moment, ce qu'on suit, c'est le 5,3 millions pour la première dose, ce qui représente le 75 %, et 500 000 de deuxième dose pour la même date, ce qui représente les trois grandes catégories. On parle de 10 % si je calcule bien. C'est exactement. Sauf que, est-ce qu'on serait capable d'aller plus vite? Prenez une autre bonne nouvelle qu'on reçoit ce matin. Si le J&J nous est livré la semaine prochaine, c'est un vaccin où on reçoit 60 quelques mille doses de plus la semaine prochaine. Mais c'est sûr que ça peut accélérer. Le fait que c'est une dose seulement, est-ce qu'on va le mettre en pharmacie? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est pas un ARN. Il y a toutes sortes de décisions qu'on a demandé tout de suite ce matin à M. Daniel Paré. Fait que je vous dirais que c'est au moins 10 %. Puis dépendamment de ce qui va arriver, comment on peut travailler la deuxième dose, ça sera peut-être plus que ça. Ça pourrait retarder l'échéance d'une vie et d'un retour à la normale? Telle que décrite, par exemple, par la santé publique fédérale. Mais là, sur le retour à la normale, je pense que c'est ça que je comprends que vous essayez de poser la question autrement, puis c'est une bonne façon de le faire. Merci. Mais c'est ce que je pense aussi. C'est ça que je pense aussi. Alors, on va y revenir, comme j'ai répondu à Mme Côté, dans les prochains jours. Patrice Bergeron, la presse canadienne. Bonjour à vous trois. Pour revenir à ce que les personnes vaccinées peuvent ou ne peuvent pas faire, il y en a beaucoup qui se demandent, à partir du moment que... Pardon? Troisième essai. Oui.
on va réessayer encore. La normalité, hein? Les gens qui sont vaccinés se demandent, oui, mais à partir du moment qu'on est vacciné, ça fait 3 semaines qu'on est vacciné, qu'est-ce qui empêche 3-4 personnes vaccinées de se rencontrer? Quels sont les risques réels? Y en a-t-il vraiment à partir du moment qu'ils se rencontrent, ils sont 3 ou 4, ils sont tous vaccinés depuis quelques semaines? Bon, il faut comprendre que la vaccination, pour obtenir son plein potentiel, nécessite 2 doses. Ça ne veut pas dire qu'une dose, elle ne permet pas de protéger contre des complications, etc. L'immunité n'est pas encore assez soutenue dans la population pour qu'on puisse, à notre avis, libérer des approches. Ça va venir, là. Je ne voudrais pas que les gens pensent qu'on vaccine puis que le vaccin ne donnera pas d'espoir. Ça va venir. Ça va venir avec, je vous dirais, une plus grande proportion de personnes vaccinées, ce qui va en diminuer le risque que quelqu'un soit porteur du virus, mais qui peut le transmettre à d'autres personnes, qui pourraient avoir une non-efficacité. Ça va venir aussi en fonction de notre épidémiologie, qu'on va observer comment les choses vont se comporter. Puis ça va venir aussi dans le contexte où si on n'a pas d'introduction de nouveaux variants, c'est tout ça qui est dans l'équation. Pour répondre à votre question de tantôt, j'ai appris en 2020 qu'à chaque fois que j'ai donné un chiffre, j'ai eu ma leçon. Fait que vous ne m'aurez pas dans des chiffres de 20 à 70 %. Ça, c'est des scénarios comme tels. Ça va être une analyse qui va prendre ces éléments-là en considération. Mais l'épidémiologie, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les groupes d'âge atteints? Quels sont les taux d'hospitalisation? Y a-t-il encore des gens qui vont aux soins intensifs? C'est-tu des jeunes? C'est tout ça qu'on va regarder pour être capable d'en arriver à la recette magique de déconfinement, entre guillemets. Puis là, je tiens à vous le dire, quelque part, il y a toutes sortes de travaux qui se font. Le CDC vient de publier des choses en rapport avec les restaurants, etc. Mais il faut avoir atteint un certain niveau de vaccination. Donc, c'est pour ça que je demande aux Québécois d'aller le plus rapidement possible de se faire vacciner, parce que c'est comme ça qu'on va être capable, en ayant une masse assez importante de gens vaccinés, d'une première dose, une série de deuxième doses, d'en arriver à des allègements, parce qu'à ce moment-là, la probabilité d'attaquer des échecs vaccinaux va être là, parce qu'il y aura beaucoup de gens vaccinés. C'est très important. Et par ailleurs, tout à l'heure, M. Dubé, vous avez parlé donc d'un problème de taux d'adhérence par rapport aux 9000 rendez-vous disponibles. Le drame qu'on vient d'apprendre aujourd'hui n'est rien pour assurer beaucoup de gens qui ont des craintes par rapport à ce vaccin-là. On tente de les inciter à aller se faire vacciner, mais on comprend là, que ça envoie tout un électrochoc, puis peut-être pas le bon message. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Allez-y quand même, malgré vos inquiétudes, surmontez ça? Mais c'est ce qu'on dit depuis le début. Il faut bien comprendre que il y a un risque, il y a toujours eu un risque, mais on l'a dit, ce risque-là d'effets collatéraux sont de 1 pour 100 000. Et on a vacciné jusqu'à maintenant 2,8 millions de premières doses, un petit peu plus que 2,8 millions de premières doses. Puis c'est le premier cas sévère. Les 3 autres cas, ils sont suivis parce qu'on est en hypervigilance, puis on peut avoir un traitement approprié pour ceux qui ont des complications. Donc, je pense que si on regarde tous les bénéfices, puis je sais que c'est ça qu'on vous a répondu, mais qu'on regarde tous les bénéfices de la vaccination, regardez le nombre de décès qui est en baisse, le nombre d'hospitalisations, comment qu'on a pris le contrôle dans nos CHSLD grâce à la vaccination. Je pense que l'équation, elle est facile à faire, mais malheureusement, ça arrive de ces cas-là, puis je pense que les gens vont continuer d'aller se faire vacciner. Mais je pense qu'on a toujours dit qu'il fallait bien comprendre le risque qu'on prenait, puis ce risque-là, on le voit malheureusement, de temps en temps, il y a un visage, mais autrement, il y a des effets qui sont bénéfiques, puis je pense qu'il faut continuer à vacciner. Maintenant, ce que j'ai dit sur les personnes qui, dans les 2 catégories, je le répète parce que les rendez-vous se sont envolés très rapidement dans les autres catégories. Puis moi, je veux juste être certain, c'est pour ça que je le rappelle aujourd'hui, que les personnes qui ont peut-être plus de difficultés à prendre les rendez-vous. Moi, hier, je vous donne un exemple, j'ai parlé à l'association, à la Fédération des médecins, des Omnis. J'ai parlé au Dr Godin, j'ai demandé au Dr Godin de passer le message à tous les omnipraticiens, d'appeler leurs clients, puis de les inviter à les faire vacciner. Parce que des clients, peut-être, qui n'ont pas pensé de prendre le téléphone ou qui devraient peut-être avoir un accompagnement de leur médecin, soit parce qu'ils ont des maladies chroniques ou peu importe les... Alors donc, on est dans une catégorie qui est plus peut-être difficile à aller chercher en ce moment. Alors, je pense que c'est pour ça que je voudrais leur donner encore
quelques jours pour que ces gens-là puissent s'enregistrer. Puis après ça, ben, on rouvrira à la population de masse. Vous avez mentionné qu'il y a 3 autres cas surveillés, des cas de thrombose? Les cas qui sont sous examen par la santé publique. Très bien. Alors, 7 journalistes ont posé leurs questions. Il en reste 7, 14 questions en moins de 14 minutes. On continue avec Tommy Chouinard, La Presse. Oui, des détails au sujet des personnes sous observation. Vous dites des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin, donc d'une dose d'AstraZeneca. Donc, il y a 4 personnes sous observation. Je vais répondre. Il y a eu probablement 2 cas qui sont confirmés. Malheureusement, le cas décédé que je viens de vous annoncer. Une autre personne qui a fait une thrombose, mais qui a eu un traitement et qui récupère. Et 2 autres personnes aussi pour lesquelles on attend des confirmations, qui auraient fait des thromboses, mais ça peut être associé au vaccin ou pas. Il faut avoir un test de confirmation qui vient d'Hamilton là, pour s'assurer que c'est vraiment le VIPIT et non pas une thrombose concomitante qui peut arriver quelquefois. C'est arrivé que des gens se fassent vacciner, fassent une thrombose, mais ce n'était pas associé à ce phénomène. Maintenant, quant au vaccin de Johnson & Johnson, de Dr Arruda, est-ce que l'on doit comprendre que les règles vont être les mêmes que dans le cas d'AstraZeneca, que ça va être également pour les 45 ans et plus? On attend un avis du cycle là-dessus. C'est une possibilité compte tenu qu'on a rapporté aussi des événements thromboemboliques associés à ce vaccin, mais il faut falloir regarder les données plus précises parce que il y en a. Est-ce que c'est dans les mêmes groupes d'âge? C'est quoi exactement, là? Mais on attend l'avis du cycle par rapport à ça et ça va venir avant qu'on ait du vaccin disponible au Québec. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour, vous l'avez abordé aussi sur le Johnson & Johnson. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur la stratégie de vaccination au Québec, cette arrivée là, de ces nouveaux vaccins? Là? Parce qu'en plus, c'est une seule dose. Là. Tout nouveau vaccin est bienvenu, là, mais je pense que le nombre en ce moment est quand même pas très important. On parle d'un peu plus de 60 000, alors que, comme vous savez, on vaccine presque à 500 000 par semaine. Alors donc, oui, mais j'aimerais mieux attendre de voir l'avis du cycle parce que ça peut peut-être nous aider, entre autres, dans les pharmacies. Alors, mais j'aime mieux attendre un petit peu, là. Mais ça ne changera pas l'échéancier qu'on a, par exemple. OK. Pour ce qui est en ce moment, pour aller se faire vacciner, par exemple, si c'est un enseignant, il n'y a pas de vérification qui se fait. C'est la même chose pour les malades chroniques. Ouais. Est-ce que vous avez une idée des gens qui passent par-dessus, finalement, les règles actuelles puis qui vont se faire vacciner à la place des enseignants ou à la place des malades chroniques? Bien, je vous avais dit qu'on ne ferait pas d'enquête, là. C'est sûr qu'on va... après une semaine, on a commencé ça jeudi passé, là, pour nos 2 catégories. C'est sûr qu'on va en parler avec nos PDG. Je leur parle très régulièrement, je vais voir. Mais je pense pas que c'est un enjeu en ce moment. Non. Puis surtout qu'on ne manque pas de rendez-vous, là. C'est pas comme si on manquait de rendez-vous en ce moment, là. Maxime Denis, Nouveau. 15 000 plages de disponibles, M. Dubé, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'on pourrait y aller par région modulée pour avancer dans les groupes d'âge? Bien, c'est une autre façon de poser la même question, là. Je pense qu'on va regarder lorsqu'on va arriver. Je regarde vos prédécesseurs, là, mais je pense qu'on va vous arriver avec une réponse, comme j'ai dit, dans les prochains jours, là, quand on aura terminé nos 2 premières catégories, quand les rendez-vous auront été pris. Le 25 février, vous parliez d'un passeport vaccinal. On parlait de la séquence d'éléments à venir. Ouais. Est-ce que c'est toujours dans les projets? Où on est-on? Bien, écoutez, je veux bien peser mes mots parce que ça m'a mis dans le trouble. Fait que je vais être très clair. Ça, c'est d'ailleurs vous qui aviez posé la première question. Fait que je m'en souviens très bien. Alors, moi, j'ai toujours parlé d'une preuve vaccinale. La preuve vaccinale, c'est ce qu'on veut avoir, c'est la preuve digitale qu'on a été vacciné. Alors ça, j'en ai reparlé encore à ma sous-ministre ce matin. Elle m'a promis que j'aurai une présentation vendredi. Elle va respecter son échéancier de la fin avril. Puis je vous en donnerai plus de détails la semaine prochaine. Question en anglais. Matt Grillo, CTV. Good afternoon to the three of you. Bonjour. La nouvelle de ce décès quant à la campagne de vaccination, que pensez-vous que cela aura comme répercussion sur les efforts vaccinaux de la province? Réponse. Je pense que c'est triste parce que chaque mort, et on en a connu beaucoup depuis 1 an, ce n'est pas le premier décès, c'est néanmoins triste, mais je ne crois pas que ça change le programme de déploiement vaccinal. En fait, nous nous attendions à ces complications.
C'est tout à fait dans les prévisions statistiques, le très petit nombre qui peut être affecté. C'est très malheureux et ça nous attriste. Mais c'est le prix de la vaccination. Question. S'il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui se disent « Voilà, c'est fini, je ne me fais pas vacciner », que dites-vous à ces personnes? Réponse. Je pense que ces gens-là étaient là avant. Et comme on l'a dit, je pense qu'on a été très clair quand nous avons annoncé qu'il y avait cette option pour les gens de 55 ans et moins, qu'il y avait une option d'AstraZeneca. Et ces risques existent avec les autres vaccins aussi. Ce n'est pas uniquement AstraZeneca, savez-vous. Il y a des gens qui doivent être conscients de cette probabilité. Et jusqu'ici, sur 400 000 doses d'AstraZeneca, on a moins de 4 cas. Donc, on est dans les prévisions statistiques. C'est très malheureux et il faut être très clair à cet égard. Mais je pense que c'est le prix à payer pour être vacciné. Comment dire? Pour revenir à une vie normale. Question. Bonjour à tous. Revenons à cette question. Je me rappelle, il y a quelques semaines, AstraZeneca n'était un vaccin qui était bon que pour les gens de 55 ans et plus. Et ensuite, le Québec a réduit le seuil jusqu'à 45 ans. Sur le plan humain, M. Arruda, avez-vous un regret avec cette décision? Réponse. Ce que je regrette, c'est l'histoire de cette femme, car je pense que si on aurait pu empêcher, si nous avions su qu'elle avait eu cette réaction, on ne l'aurait pas vaccinée. Mais c'est impossible de le prévoir. Mais je ne le regrette pas, parce que nous sommes sûrs que nous empêchons beaucoup plus de décès et beaucoup plus de complications dues à la COVID, même avec ce vaccin. Et quand nous avons fait le premier groupe à 55 ans et plus, c'était temporaire. Nous voulions avoir plus de données. Nous sommes descendus à 45, fondés sur notre épidémiologie. D'autres provinces descendent jusqu'à 30, car ils ont tellement de cas que le taux de risque face aux bénéfices indique cette décision-là. Comment avoir su que c'était elle qui allait avoir cette thrombose mortelle? La seule chose que je puisse dire, c'est que ce n'est pas un cas sur 100. Ce n'est pas nécessairement la mort certaine. Il y a des gens qui seront traités de façon correcte et ils n'auront aucune séquelle d'une embolie. Mais toute personne qui meurt, eh bien oui, je me sens mal, que ce soit du vaccin, qui est très, très rare, ou de la COVID. Monsieur Legault, nous avons ce décès aujourd'hui. Quand vous regardez ce qui arrive au Québec et quand vous comparez la province à l'Alberta, la Nouvelle-Écosse ou encore l'Ontario, l'armée est déployée en Ontario. La Nouvelle-Écosse également reçoit des militaires. Que pensez-vous fonctionne bien au Québec? Réponse. Depuis plusieurs semaines, on a eu des mesures beaucoup plus strictes, savez-vous, que ce soit dans les écoles, les magasins au détail, et bien sûr, le couvre-feu. Donc, nous avons mis en place bien plus de mesures que ces autres provinces. Je crois que c'est ce qui nous donne les résultats d'aujourd'hui. Et je suis content de voir qu'on s'en sort mieux dans cette troisième vague. Nous allons maintenant donner la parole à Raquel Fletcher, Global. Question. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Ma première question, est-ce que le décret sur les travailleurs de la santé en contact avec les patients aide à augmenter le taux de vaccination chez les travailleurs de la santé? Est-ce que vous êtes satisfait de leur taux de vaccination? Allez-vous le prolonger aux CHSLD privés? Question. Non. Pour la première question, je ne suis pas encore satisfait. Je serai davantage quand on sera rendu à 80 %. Maintenant, on est à 67 %. Il y a eu une nette amélioration depuis 2 semaines, depuis qu'on a mis cette mesure en place. La vaccination en lien avec le dépistage, je serai content quand on sera en haut de 80 %. Et le deuxième point,
Nous allons avoir la même mesure dans les CHSLD privés. Oui, dans les semaines à venir. Merci. Ma deuxième question. Il y a eu des problèmes pour obtenir des tests du centre à Kirkland. Qu'est-ce que vous faites en lien avec cela? Réponse. Je pense qu'il y a un ralentissement dans le 3L, Laurentides, Laval et la Naudière. Et par conséquent, nous procéderons à la même analyse à celle qui a été faite dans l'Outaouais. C'est un problème d'équipement, je pense. Mais de nouveau, nous étudions le cas et je pense qu'on devrait voir une amélioration dans les jours à venir dans ces 3 régions. Question. Le processus vaccinal se déploie plutôt bien. Il y a des gens dans des CHSLD et des résidences de retraite qui attendent leur deuxième dose. Étant donné que cela avance bien, est-ce que vous envisagez de devancer la date de la deuxième dose? Monsieur Dubé, vous avez dit que c'était le 9 mai. Est-ce qu'il serait possible, avec toutes les doses qui arrivent, qu'on pourrait le faire plus tôt? Réponse. J'aimerais bien, vous savez, mais le problème est avec Moderna. Moderna, voyez-vous, devrait arriver vers le 28 ou le 29. Il faudrait le confirmer, donc selon la date d'arrivée, je pourrais l'accélérer, l'échéancier, mais nous sommes un peu dépendants de cette chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi on s'est donné une certaine marge de manœuvre afin que ce soit le 8 ou le 9. Mais nous allons respecter nos 112 journées. Ça se passe bien maintenant. Dernière question, M. Autier. Question. Monsieur Legault, vous parliez tout à l'heure de la possibilité d'une embellie cet été, certainement par rapport à l'été dernier. Quel est votre pronostic pour l'été, Monsieur Legault? Vous dites que ça va être mieux, mais les festivals à Montréal? Lancez-vous dans l'eau. Réponse, je crois que ça va être mieux à cause de la vaccination, voilà. Nous posons les questions à la santé publique d'offrir plus de détails. Vous ne vous imaginez pas le nombre de personnes qui organisent des festivals, qui me parlent, qui me posent la question. Que pensez-vous, Monsieur Legault, de l'été? Pourra-t-on festoyer? Hélas, je n'ai pas encore la réponse, mais j'espère l'avoir très bientôt, parce que j'exerce des pressions et j'exige un plan des autorités sanitaires. Alors voilà pour cette conférence de presse de François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda, où on a confirmé un événement tragique qui vient entacher la campagne de vaccination au Québec, le décès d'une femme de 54 ans, l'âge confirmé par le premier ministre, vaccinée à l'AstraZeneca et qui est décédée des suites de sa vaccination. Le docteur Arruda fait un lien entre la vaccination à l'AstraZeneca et son décès. C'est le premier décès lié à la vaccination au pays. Selon nos informations, il s'agit d'une résidente de la Montérégie qui est décédée au CUSUM, le Centre universitaire de santé McGill. Elle avait été vaccinée, selon nos informations, autour du 9 avril. Je me fais le porte-parole de l'équipe pour transmettre nos sincères condoléances à la famille. Le gouvernement, le premier ministre en tête, disent il faut continuer la vaccination. C'est une affaire, il y a plus d'avantages à être vacciné que d'inconvénients en ce moment. Donc, on redemande aux Québécois de faire confiance au vaccin AstraZeneca. Pour ce qui est des autres nouvelles de ce point de presse, le couvre-feu à Montréal et à Laval va être déplacé de 20h à 21h30 à partir de lundi, donc plus tard pour le couvre-feu à Montréal et à Laval. Les écoles primaires de Québec, la Ville de Québec, la communauté urbaine de Québec, en fait, et Chaudière-Appalaches, sauf Beauce-et-Chemin, les écoles primaires vont rouvrir lundi prochain. Pour les autres régions, c'est le statu quo. Pour ce qui est de la vaccination, l'inscription des personnes vivant avec un handicap est moins forte que ce qu'on avait prévu. Et là, ça met de la pression sur le gouvernement pour ouvrir à d'autres groupes la vaccination. Il y aura des décisions qui seront prises au cours des prochains jours. Les femmes enceintes, ça c'est nouveau, environ 80 000 personnes, 80 000 femmes peuvent accéder à la vaccination à partir de maintenant. Voilà pour les mordus politiques. Christian Latreille, l'info suive à l'instant. À demain, midi 30.